Monsieur Guermont-Pré. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'école élémentaire Madame, qui appartient à l'Académie de Paris. Et nous avons eu le plaisir d'observer comment vous travaillez votre empathie, votre professionnalisme vis-à-vis tant de vos élèves que des enseignants, sans parler de l'accueil aussi chaleureux que vous réservez aux parents de ces élèves. Et de fait, notre attention s'est tournée vers vous et quel a été notre plaisir, nous sommes honorés en fait de pouvoir vous interviewer en ce jour en ce qui concerne la place d'un directeur d'école au sein du système inclusif. Donc merci Monsieur Guermont-Pré pour cela. Est-ce que vous pourriez nous dire grosso modo comment est-ce que vous avez vécu le fait d'entrer dans le système inclusif? Est-ce que vous aviez déjà eu vent de ça avant ou bien ça s'est instauré au fil Moi, quand je suis devenu directeur, l'inclusion était déjà installée. C'est-à-dire que tout enfant, quel qu'il soit, la famille peut demander à ce qu'il soit inscrit dans son école de secteur. Alors je ne dis pas que tout est toujours possible, mais à un moment, c'est la famille qui choisit. Et une famille qui choisit de mettre son enfant dans une école ordinaire doit pouvoir être accueillie dans cette école ordinaire. Voilà. C'est l'inclusion, et c'est comme ça maintenant depuis quelques années. Et moi, depuis que je suis directeur, ça a toujours été comme ça. Donc je n'ai toujours connu que cela. Et il y avait déjà beaucoup de choses de mis en place, parce qu'en particulier au départ, il n'y avait pas les AESH, alors que maintenant, il y a ce qu'on appelait les AVS, qui sont devenus les AESH, et qui permettent justement d'avoir une aide précieuse pour accueillir l'enfant. Alors moi, on a des enfants ordinaires, et ces enfants un peu différents, j'ai tendance à les appeler les enfants extraordinaires. Et voilà, il faut pouvoir les accueillir. Alors évidemment, il y a des choses qui sont possibles dans l'école, il y a des choses qui nécessitent un enseignement très spécialisé, et les enseignants d'une école n'ont pas forcément la spécialité suffisante pour accueillir et mettre en place des pédagogies spécifiques pour certains handicaps. Et là, c'est vrai qu'il y a des écoles qui peuvent être préférables pour certains enfants. À nous de convaincre la famille de cela, quoi. Et puis, il faut qu'il y ait les structures adéquates en nombre suffisant pour que l'enfant puisse les rejoindre, et ce qui n'est pas non plus forcément évident, quoi. Ce qui n'est pas évident. Et en parlant de cela, vous avez dit c'est pas évident. Comment avez-vous vécu votre première expérience en tant que directeur dans une école? Il y avait des enfants en situation de handicap que vous deviez accueillir et organiser tout ça. Est-ce qu'il y avait déjà le nombre d'accompagnants d'élèves en situation de handicap nécessaire? Comment est-ce que vous avez géré votre première expérience? Alors, pas forcément le nombre nécessaire. Le premier, déjà, il faut être volontaire. Je crois que c'est un point très important. C'est vrai, bien sûr, pour un directeur, mais bon, il l'est, puis après, son engagement est plus ou moins important, mais parce qu'il est quand même il l'a pas dans la classe, l'enfant. Mais bon, voilà, il faut un directeur qui le veuille, parce que sinon, c'est très difficile. Et puis, c'est important que l'équipe, les enseignants veuillent recevoir ces enfants handicapés. Ça ne peut pas se faire contre la volonté de l'enseignant. Et ce qui n'est pas forcément facile, hein. Moi, je comprends très bien qu'il y ait des enseignants qui voient une certaine difficulté pour accueillir tel ou tel type de handicap dans leur classe. Et ça, on ne peut pas ne pas en tenir compte, ça ne peut pas être automatique. Voilà, on accueille l'enfant, on veut l'accueillir, et à partir de ce moment-là, on adapte la situation pour l'accueillir le mieux possible. Alors il y a les parents qui sont quand même les experts de leur enfant, c'est eux qui connaissent leur enfant le mieux, donc il faut savoir voilà, les recevoir et puis les écouter et les entendre, parce qu'ils ont beaucoup de choses à dire, même si après il y a aussi une part institutionnelle qui doit intervenir. Et puis ensuite, alors il n'y a pas que, il y a l'école qui doit accueillir, il y a l'équipe pédagogique qui doit accueillir, il doit y avoir des personnels spécifiques qui doivent pouvoir également être présents. Et puis derrière, il y a une logistique aussi, parce que pour un certain nombre d'enfants, il faut des tables particulières, il faut un matériel spécifique qui doit pouvoir être mis à disposition. Alors nous, en France, c'est la ville, c'est la commune qui est chargée de cela. Et là aussi, enfin moi j'ai toujours eu la chance d'avoir au niveau des arrondissements ce qu'on appelle la circonscription des affaires scolaires qui a toujours répondu très vite aux demandes, quoi. Parce qu'un enfant handicapé peut avoir besoin, par exemple, d'une table bien spécifique pour pouvoir travailler.
et d'ailleurs qui sont des meubles qui ont un certain coût. Et voilà, moi j'ai toujours eu, lorsque j'ai fait les demandes auprès des circonscriptions d'affaires scolaires, un retour très positif et rapide. Parce qu'en plus, un fabricant de tables comme ça, je crois qu'il y en a un en France, quoi. Donc il faut qu'il puisse répondre, ça a un coût, il faut que la ville accepte de payer ce coût. Mais c'est indispensable pour pouvoir accueillir les enfants handicapés dans de bonnes conditions, quoi. Il y a énormément de matériel aujourd'hui qui existe, qu'on doit pouvoir mobiliser pour pouvoir accueillir à tout type de handicap, quoi. Vous avez parlé de la demande à faire pour avoir un matériel spécifique. Est-ce que c'est aussi le cas pour avoir des accompagnants d'élèves en situation de handicap? Alors, la situation de handicap, déjà, elle doit être reconnue. Et il n'y a qu'un médecin qui peut reconnaître la situation de handicap. Alors, au niveau de l'école, bien sûr, des fois, on constate, on peut voir un certain nombre de faits. Mais lorsqu'un enfant a déjà une notification, alors, et par exemple, s'il a déjà une notification, c'est réglé, j'ai envie de dire. Mais s'il n'y a pas cette notification, c'est là que la difficulté se pose. Quand vous avez un enfant qui en maternelle, par exemple, ne parle pas, est-ce que c'est un retard de langage? Est-ce que c'est simplement, bon voilà, c'est parce qu'il n'a pas envie, puis ça viendra en temps vu? Il y a un moment où on se pose la question, et alors c'est l'intérêt des enseignants expérimentés, c'est qu'un enfant qui a cette différence, il va être très vite repéré par l'enseignant de petite section. Moi, je me souviens très bien dans une école polyvalente où l'enseignante était dans mon bureau, mais le jour de la rentrée, à la fin de la première journée de rentrée, pour me dire, mais cet enfant-là, il y a quelque chose qui est différent, quoi. Après, à nous de recevoir, enfin au directeur d'ailleurs, de recevoir les parents pour d'abord pour voir leur regard, et puis à un moment, voir si eux-mêmes se posent des questions. Alors la chance, quand eux se posent des questions, et nous aussi, on va pouvoir chercher ensemble la réponse aux questions. Si les parents ne se posent pas de questions, il va falloir réussir à ce que petit à petit, on puisse avoir le même regard sur la difficulté. Ou bien la difficulté disparaît, parce que ça peut arriver aussi, ou bien la difficulté persiste, et il faut que les parents la voient, cette difficulté. Alors le langage, moi je sais que je recevais toujours ensemble les deux parents, parce que j'étais toujours surpris quand on dit qu'un enfant ne parle pas. En général, les mères ne s'en rendent pas du tout compte. Il y a, je pense, un autre langage entre la mère et l'enfant qui comprend son enfant d'instinct. Et même s'il ne parle pas, elle comprend ce qu'il souhaite, ce qu'il veut, ce qu'on doit faire. Alors que pour le père, c'est souvent un peu plus difficile. C'est-à-dire, s'il n'y a pas la parole, le père, il ne va pas avoir cette même facilité pour comprendre l'enfant. Et j'ai eu souvent des couples où la mère disait, mais non, il parle très bien, et c'est le père qui disait, ah ben non, j'ai un souci, effectivement, la communication est plus difficile, quoi. Et une fois que c'est reconnu, voilà, on se pose des questions, et là aussi, il faut des structures autour. Alors nous, on a les centres médico-pédagogiques, qui sont vraiment les grands moyens de pouvoir avoir ce diagnostic de fait, c'est-à-dire il y a des bilans à faire pour savoir exactement où on en est, il y a des bilans en orthophonie, il y a des bilans en pédopsychiatrie, qui doivent être mis en place pour voir où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'il y a effectivement une situation de handicap, ou est-ce que non, voilà, faut peut-être avoir un peu plus de patience parce que l'enfant prend le chemin qu'il a envie de prendre et c'est un peu plus long. Et vous, par exemple, qui êtes dans l'Académie de Paris, comment est-ce que l'Académie sait, on devrait vous envoyer 4, 5 AESH? Est-ce que c'est vous qui signifiez le besoin, ou ils savent systématiquement que dans telle école, il y a tel nombre d'enfants notifiés? Comment ça se passe? Une fois que l'on a repéré l'enfant qui éventuellement peut relever d'une situation de handicap, on va faire une première réunion qui s'appelle une équipe éducative, où on essaye de réunir le plus de personnes qui connaissent l'enfant. Alors bien, il y a les parents, mais s'il y a déjà eu des bilans de faits ou des rencontres avec des professionnels de santé ou de rééducation, on essaye de les avoir aussi à cette réunion avec l'enseignant, le directeur, et puis alors nous on a en plus le référent du PH, encore qu'à la première réunion il n'est pas forcément présent. Et on fait une équipe éducative et un premier compte-rendu des observations que l'on a pu faire. Après, il faut qu'il y ait un médecin qui reconnaisse la situation du handicap. Ça peut être le médecin traitant, ça peut être le pédopsychiatre du centre médico-pédagogique, ça peut être n'importe quel médecin qui a pu, un pédopsychiatre du secteur privé, qui à un moment dise oui, là effectivement, je pense qu'il y a une difficulté. Alors, on ne parle pas d'enfants handicapés, on parle d'enfants en situation de handicap, parce que c'est à un moment donné, sur un point précis,
qui va évoluer. Et puis si justement on reconnaît cette situation de handicap, c'est pour mettre en place des soins, des aides, de façon à ce qu'ensuite tout redevienne ordinaire. C'est le but. Et alors, une fois que l'on a fait ce constat, fait ce bilan, ça c'est transmis à ce qu'on appelle la MDPH, donc la maison du handicap. Et c'est eux qui ont, là aussi, alors il y a un médecin en général et puis une équipe pluridisciplinaire qui, en fonction du dossier qui leur arrive, décide d'attribuer une aide humaine ou non. Alors, il n'y a pas que cela, il y a des soins qui peuvent être attribués, il peut y avoir une aide financière qui peut être attribuée, mais aussi une aide humaine. Voilà, alors ça, c'est eux qui décident. Alors nous, en France, actuellement, c'est ou bien un nombre d'heures qui est donné, alors souvent, c'est parce qu'il y a besoin de beaucoup d'heures, ou bien on met une AESH pour plusieurs enfants, on appelle ça les AESH mutualisés, et là, donc, c'est sur 8 heures maximum, et ce sont des AESH qui vont s'occuper de plusieurs enfants en même temps, quoi. Mais ça, c'est pas l'école qui décide, c'est vraiment la MDPH qui décide. Et une fois que c'est décidé, c'est renvoyé donc au niveau de l'académie, et c'est l'académie qui va mettre en corrélation dans l'école donnée le nombre d'élèves à besoin et le nombre de AESH, de façon à ce que les heures qui ont été notifiées par les MDPH soient effectivement réalisées par un personnel spécialisé que sont les AESH. D'accord. Ça arrive comme ça, quoi. Dans le point de départ, en fait, c'est l'école MDPH, voilà. Académie et Académie voilà. École. Mais la décision de l'aide humaine, c'est la MDPH qui la prend. Voilà, avec bien sûr les renseignements qui sont donnés par l'école. D'accord. Et c'est révisable régulièrement, hein, selon le handicap. On peut décider d'ajouter des heures ou de diminuer le nombre d'heures. Et une fois que ces notifications sont mises en place et qu'on envoie un AESH et tout, comment est-ce que vous organisez l'accueil, la répartition en fonction du nombre de notifications et du nombre d'AESH? Est-ce que c'est compliqué? Comment ça se passe Alors, nous, on a donc à l'arrivée un nombre d'heures d'AESH qui est attribué sur l'école pour les élèves concernés. Et évidemment, il faut que l'on voit arriver les personnes qui peuvent tenir ce rôle d'AESH avec un nombre d'heures correspondant au nombre d'heures que l'on a besoin. Alors voilà, ça, c'est une des difficultés parce que d'abord, c'est une fonction qui est très peu rémunérée. C'est forcément des fonctions qui sont à mi-temps, puisque l'école ne fonctionne pas à plein temps. On n'a pas besoin d'AESH s'il n'y a pas d'élèves. Donc ça fait 24 heures au maximum dans la semaine, sinon il n'y a plus d'élèves, donc il ne peut pas y avoir d'AESH. Et donc ça implique à ce moment-là que l'AESH accepte d'avoir un contrat de travail sur 24 heures et une rémunération qui correspond à 24 heures. Et comme en plus il y a les vacances scolaires, en réalité, ça fait des rémunérations à mi-temps. Alors ce sont des mi-temps, mais le souci, c'est que la personne qui choisit ce mi-temps, elle ne peut pas avoir un autre métier en général, où c'est très difficile d'accorder un autre métier pour pouvoir combler le mi-temps qui est vide, quoi. Et donc, il y a un problème de rémunération qui se pose là. Alors après, voilà, les profils sont très bien. Alors, on peut avoir des étudiants, donc ça peut leur faire leur job qui leur permettent de payer leurs études, et ils font un certain nombre d'heures. Alors l'académie accepte des solutions extrêmement diverses, hein. On n'est pas obligé de faire les 24 heures, on peut en faire que 12, on peut en faire même 9, enfin, on s'adapte pour essayer d'avoir le plus de personnes possibles qui assurent ce rôle. Mais ça, c'est une difficulté de recrutement des AESH, c'est que ce sont des mi-temps. Voilà, ils sont recrutés à mi-temps, avec une grande difficulté pour pouvoir combiner un autre métier pour pouvoir combler le deuxième mi-temps, parce que une journée d'école, c'est 6 heures, l'AESH est là pendant 6 heures, et après, il n'y a pas de temps pour faire autre chose. Et quand il y a plus d'enfants notifiés que le nombre d'AESH... Et alors là, quand on joue avec, on réclame d'abord les AESH manquants, bien sûr, mais aussi on va jouer sur le fait que, alors, c'est pas forcément un mal, hein, mais on peut avoir 2 enfants qui ont 8 heures d'AESH, ça veut dire qu'au total, on a besoin de 16 heures d'AESH, mais si on les met dans la même classe, un AESH va pouvoir aider 2 élèves en même temps. C'est ce que vous avez appelé mutualiser, AESH alors, mutualisé. Oui, mais c'est même plus que cela, là, parce que mutualiser, je pense que ça devra d'ailleurs évoluer. Mais mutualiser, ça veut dire il a 8 heures, mais s'il y en a 2 qui ont besoin de 8 heures, on en met 2 de 8 heures et ça fait 16 heures. Alors que souvent, quand il y a un AESH pour 2 enfants, d'une part, on a besoin de moins d'heures d'AESH, et pour l'enfant, ça peut être aussi un bien, parce que ça le stigmatise moins dans une salle de classe.
Au lieu d'avoir une personne tout le temps à côté de lui, on a une personne qui est présente dans la classe, qui peut aider l'un, qui peut aider l'autre, et c'est pas uniquement que lui. Et je pense que ça peut être aussi pour l'enfant plus facile à vivre, quoi. Et aussi d'ailleurs permettre d'accorder à l'enfant un peu plus d'autonomie. Parce qu'il ne faut pas non plus que l'enfant, petit à petit, s'habitue à avoir une espèce de béquille. Et sans cette béquille, il ne peut plus rien faire. Et il faut absolument penser que le but, c'est pas que l'enfant réussisse avec quelqu'un qui l'aide, c'est que l'enfant réussisse tout seul. Et donc, il faut que l'AESH soit capable de prendre un peu de recul, ou d'aller s'occuper d'un autre enfant, ou d'être éventuellement absente, pour qu'à un moment, l'enfant se retrouve seul face à la difficulté scolaire, quoi. En fonction, bien sûr, du handicap de l'enfant, parce qu'il y a des situations où la question ne se pose pas. Je pense le handicap qui est uniquement un handicap physique, par exemple, qui pour l'enfant, scolairement, il va très bien réussir. Simplement, il a besoin d'une aide dans ses déplacements, il a besoin d'une aide éventuellement pour prendre l'ascenseur, etc. Et donc, il a besoin d'un personnel spécifique pour l'aider. Mais là, c'est sur des temps très, très précis, quoi. Et en parlant de ça, sans vouloir vous couper, comment est-ce que vous faites maintenant pour évaluer l'évolution de l'élève, de l'enfant au fil de l'année scolaire, quitte à suggérer des choses à la hiérarchie, ou je ne sais pas comment c'est organisé, comment ça se passe? Alors, d'une part, ces enfants-là sont suivis à l'extérieur de l'école. Oui. Parce que soit dans le public, soit dans le privé. Le public, je vous dis, c'est les centres médico-pédagogiques. Soit ça peut être un pédopsychiatre dans le privé, qui suit l'enfant, qui le voit évoluer. Et puis on a régulièrement des réunions qui se font dans l'école. Comme la première, on essaye de réunir le plus de personnes qui connaissent l'enfant, qui à un moment ont une activité avec l'enfant. Et alors là, on n'appelle plus ça des équipes pédagogiques, mais des équipes de suivi de scolarisation, puisque les choses sont déjà en place. Et l'équipe de suivi de scolarisation, c'est faire le bilan de la situation de l'enfant. C'est-à-dire comment il évolue, est-ce que c'est vers le mieux, est-ce que c'est vers le moins bien, est-ce qu'il a besoin d'autres aides plus spécifiques, parce que l'école ne peut pas les donner, ou à l'inverse, est-ce qu'on le voit petit à petit s'améliorer dans ses compétences. Ce qui fait qu'on peut très bien, par exemple, s'apercevoir au bout d'un moment qu'un enfant qui a, je sais pas moi, 20 heures d'AESH, petit à petit, il a pu acquérir son autonomie, il a pu avoir une plus grande habileté. Les rééducations qu'il a en dehors de l'école peuvent effectivement l'aider. Et à ce moment-là, petit à petit, on peut réduire l'aide qu'on lui apporte dans l'école, quoi. Et ça devient un enfant qui est de plus en plus ordinaire, quoi. C'est une chose possible. Et c'est ce que l'on espère pour tous nos élèves, évidemment, quoi. Après, des fois, c'est pas possible. Puis des fois, on s'aperçoit que l'école ne donne pas tout ce qui est possible à cet enfant pour qu'il progresse. Et c'est là on propose des orientations. Alors on a les unités inclusives, ce qu'on appelle les ULIS dans les écoles, avec des classes ce sont des classes qui sont dans des écoles ordinaires, mais qui accueillent les enfants à petit effectif avec un enseignant spécialisé. Et l'enfant peut aller soit dans une salle de classe ordinaire sur certains temps de cours, et sur d'autres temps, il peut venir travailler dans l'ULIS pour avoir vraiment une aide très très spécifique, voire une pédagogie particulière qui est mise en place, quoi. Mais voilà, ça évolue tout le temps. Il y a au moins une réunion d'équipe de suivi de scolarisation une fois par an, minimum pour chaque enfant scolarisé avec une situation de handicap reconnue. Ça veut dire que dans une école, vous pourriez avoir des groupes ULIS et des salles ordinaires, oui. Des enseignants qu'on peut peut-être appeler aussi ordinaires et des enseignants spécialisés. Absolument. C'est quoi qui ferait la différence entre enseignants spécialisés et enseignants ordinaires? L'enseignant spécialisé a une formation et un diplôme spécifique, de spécialité. C'est-à-dire ce sont des enseignants qui, à un moment, ont décidé de suivre ce parcours un peu plus particulier. Et ils ont une formation et qui doit être validée ensuite. Et s'ils ont validé leur formation, ce sont des enseignants qui peuvent avoir une classe, par exemple, d'ULIS pour s'occuper d'enfants plus spécifiques. Mais ils ont une formation particulière. D'accord. Voilà. Et du coup, que pourriez-vous donner comme conseil à des directeurs d'écoles, que ce soit élémentaire ou même secondaire, peu importe, mais dans des pays en voie de développement, comme les pays pour lesquels nous faisons le plaidoyer, qui entrent à peine dans le système inclusif, et que l'association Info Maladies Rares que nous représentons ce jour porte
la voie, si on peut dire ça de cette manière-là. Quels conseils pourriez-vous donner à ces directeurs-là qui n'arrivent pas trop à se projeter, ils se demandent est-ce que ça va fonctionner, comment est-ce que ça se met même en place, ainsi de suite. Ils sont un peu perdus dans tout ce système inclusif très transversal, mais dont on n'arrive pas vraiment à cerner les contours. Oui, et puis c'est bien beau de dire, mais puis après il y a la réalité du terrain et il faut en tenir compte. La première chose, je pense, pour que cela fonctionne, il faut des gens qui le veuillent. Voilà. C'est-à-dire, si on oblige quelqu'un à recevoir, ça ne va pas fonctionner, quoi. Il faut que les gens le veuillent, il faut qu'ils acceptent de recevoir et de vouloir faire réussir tel ou tel enfant à situation spécifique. Alors évidemment, pour le vouloir, c'est pas le tout de dire oui, c'est bien, oui. Il faut savoir effectivement ce à quoi on s'expose, et donc il faut vouloir se renseigner. Moi, quand j'ai commencé à prendre une direction d'école où il y avait des enfants en situation de handicap, j'avais suivi toutes les formations proposées par l'école inclusive, justement, sur les situations de handicap, handicap moteur, handicap physique, spectre autistique, enfants malentendants, etc., pour justement voir quelles étaient, essayer d'appréhender un peu mieux la difficulté de chacun de ces enfants. Et puis on a une ressource aujourd'hui avec Internet qui est quand même très importante, parce qu'il y a des recherches qui sont faites dans d'autres pays que la France, je pense au Canada par exemple, où on trouve énormément de renseignements sur beaucoup de handicaps justement, d'enfants, et ça permet de savoir ce que l'on va recevoir, quoi, de façon un peu générale, parce qu'après, un enfant est toujours spécifique, et un enfant est toujours différent des autres, un enfant est même ordinaire, est porteur d'un mystère, et c'est comme ça. Mais au moins, quand même, quand on dit oui, je veux l'accueillir et faire grandir tel enfant, on a quand même quelques informations pour pouvoir faire grandir cet enfant, quoi. Ça, c'est vraiment le point essentiel. Et c'est pareil au niveau de l'équipe, c'est-à-dire les directeurs, ils travaillent avec une équipe pédagogique. Il faut qu'il arrive à mettre ensemble l'élève spécifique avec l'enseignant qui veut faire grandir cet élève avec telle ou telle difficulté. Et il y a des enseignants qui peuvent être très habiles avec tel type de handicap, beaucoup moins avec tel autre. Et donc, il faut vraiment qu'il y ait une volonté de faire réussir l'enfant. Voilà. Après, il y a autre chose, je pense, qui est très important, c'est d'être aussi à l'écoute des parents. Parce que les experts de l'enfance, ce sont les parents. Alors, bien sûr, il y a un regard spécialisé du pédopsychiatre, de l'orthophoniste, du psychorééducateur, du psychomotricien, de l'ergothérapeute, etc. Alors, ce regard est très important. C'est aussi d'ailleurs un échange que l'on doit avoir avec les parents pour qu'on ait vraiment toutes les facettes du handicap qui soient présentées. Mais il y a quand même à un moment une écoute des parents qui est très importante. Voilà. Et en plus, si les parents n'ont pas l'impression d'être entendus, là aussi, c'est source d'échec, quoi. Il faut partir de la pensée des parents qui vivent avec l'enfant 24 heures sur 24. Et à partir de là, on construit quelque chose avec ce qu'apporte l'école, parce que les parents ne sont pas des enseignants, et encore moins des enseignants spécialisés. Donc on a aussi notre mot à dire, bien sûr. Mais sur l'enfant lui-même, moi j'ai toujours été surpris de voir que les parents, voilà, sont quand même capables de nous donner des détails dans l'attitude de l'enfant, et qui aident énormément pour pouvoir ensuite l'intégrer dans une salle de classe, quoi. Donc là, le dialogue doit être très, très important. Et pareil, j'ai souvent eu des personnes un peu plus spécialisées, alors qui voient l'équipe éducative comme une panacée pour introduire un enfant dans une classe, ou pour aborder l'aide de l'enfant que doit avoir un enfant dans une classe. Moi, je pense que le premier échange qu'on va avoir, c'est dans un bureau, en tête-à-tête avec une famille et un directeur, ou éventuellement une famille et un enseignant, mais c'est vraiment pour que l'échange puisse se faire le plus complet possible, et puis dans une certaine vérité. Il faut que ce soit en tout petit effectif, quoi. Il faut qu'il y ait une espèce de confiance qui s'établit. C'est pas quand vous avez 10 personnes dans une salle on peut créer cette atmosphère-là. Vraiment, c'est en petit comité que là, on apprend beaucoup de choses sur ce qui se passe dans la famille, comment l'enfant vit dans sa famille, dans son lieu du quotidien, pour ensuite voir à l'école ce qui peut être fait, ce qui doit être fait pour adapter les pédagogies, pas pour la réinventer, mais pour adapter
les pédagogies qui sont mises en place. C'est important. Et tout à l'heure, vous avez parlé du duo élève-enseignant. Qu'en est-il du trio AESH élève-enseignant? Comment est-ce que vous managez ça si jamais il y a des frictions ou quoi que ce soit? Est-ce qu'il y a une mobilité qui serait possible d'être envisagée si jamais peut-être ça se passe mal entre l'enseignant et l'AESH? Comment, en tant que directeur, vous gérez ce genre de situation? C'est plus que le trio, hein. C'est même un quatuor parce que il y a l'élève, il y a l'enseignant, il y a le SH et il y a la famille. Voilà. Et ça, les 4 personnes-là, chacun a son rôle et chacun doit respecter son rôle. Voilà. Et alors, il peut y avoir les caractériels, les enseignants ont leur caractère, il y en a même qui sont un peu caractériels, mais les enseignants ont leur caractère, les AESH aussi, l'élève encore plus. Et ça, il faut que ça puisse fonctionner ensemble, quoi. Alors, il y a des fois où ça va tout de suite, très facilement. Voilà. Il y a des fois, on sent qu'il faut un peu mettre de l'huile dans les rouages pour que ça puisse fonctionner. Il y a des fois, on voit que ça ne fonctionne pas et on a quand même à un moment la ressource de changer. Alors, l'enseignant d'une classe, ça c'est compliqué, mais un AESH, si ça ne fonctionne pas avec un enseignant, il faut essayer de voir avec un autre enseignant, mais pour trouver justement l'endroit où il est bien pour pouvoir travailler, quoi. Et puis aussi le type de handicap, hein. Il y a des AESH qui peuvent être très à l'aise sur tel type de handicap et d'autres moins. Mais là aussi, on a une telle diversité de situations de handicap qu'il faut un peu jouer avec tout ça, quoi. D'autant qu'aujourd'hui, l'organisation des AESH, c'est ce qu'on appelle le pôle inclusif, le PIAL, et donc ça regroupe plusieurs écoles et on peut très facilement faire en sorte qu'un AESH qui n'est pas bien dans une école puisse aller dans une autre école, quoi. Et on est surpris de voir que on finit par trouver un lieu où ça se passe bien. Voilà, où ça se passe bien parce que les atomes crochus fonctionnent correctement, quoi. Après, oui, il y a la famille aussi. Alors là aussi, hein, elle a son rôle à jouer, un dialogue qui est très important, mais elle ne doit pas non plus être partout. C'est que, comme tous les enfants, l'école, c'est justement un lieu où on est séparé de sa famille, quoi. Et c'est un peu aussi comme ça que fonctionne l'école, quoi. Et donc, voilà, il faut que chacun soit à sa place. Pendant longtemps, d'ailleurs, il était vraiment dit noir sur blanc aux AESH qu'ils n'avaient pas à avoir le téléphone de la famille. Ils n'ont pas à communiquer directement avec la famille. Vraiment, la communication entre l'école et la famille, ça passe par l'enseignant de la classe ou par le directeur. D'autant que tout enfant avec quelques difficultés spécifiques, handicap ou pas handicap, nécessite qu'il y ait une communication précise qui soit faite avec les parents. Sinon, on n'installe pas la confiance, quoi. C'est impossible. Tout à fait. Donc ça, c'est très important, quoi. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir accordé ce temps. Est-ce que vous auriez un mot de la fin pour nous dire comment cette aventure en tant que directeur d'école inclusive devrait éventuellement être appréhendée selon vous? Comment vous l'avez appréhendée? Est-ce que comment est-ce que vous ressortez de là? Et bref, en gros, votre vue globale. Alors, pour pouvoir s'épanouir sans sortir de là avec une frustration d'avoir pas assez bien fait ou d'avoir trop donné sans peut-être voir la progression d'élèves qu'on a au sein de l'école qui, voilà, en gros, l'inclusion. Il faut voir que déjà au départ, n'est-ce pas, voir un enfant intégrer une école ordinaire et progresser, ça c'est évidemment très satisfaisant. Maintenant, voilà, il y a une telle diversité de handicaps que malheureusement, quelquefois, c'est pas si évident que cela, quoi. Et il y a les beaux discours, tant qu'on est installé dans son bureau, c'est facile, mais quand on est dans une salle de classe avec cet enfant extraordinaire, eh ben, voilà, il y a quand même 1001 difficultés à prendre en charge, et c'est pas du tout forcément évident. Et quelquefois, il faut aussi se rendre à l'évidence qu'il y a besoin de structures bien plus spécifiques pour certains enfants. Alors, il y a des enfants, par exemple, qu'on inclut très peu dans des classes ordinaires, sont les enfants qui sont non-voyants. Voilà, c'est un handicap. Ils vont apprendre à lire dans un système de lecture avec le braille qui est complètement différent de l'école ordinaire. Et on ne voit pas bien comment on pourrait intégrer pour le moment un enfant comme ça. Et quel serait son intérêt en plus? Est-ce qu'il n'a pas intérêt d'être avec
des élèves comme lui, d'autant que j'ai envie de dire, c'est un handicap mécanique, pas du tout intellectuel. Donc voilà, ne pas lui permettre de pallier sa difficulté mécanique par au niveau de la lecture, évidemment, c'est pas de comprendre les lettres qui sont écrites sur un papier. Il lui faut un ouvrage particulier. Eh ben, oui, ça implique des écoles particulières, quoi. Ce qui est différent, par exemple, d'un enfant qui est malentendant. L'enfant malentendant est beaucoup plus facilement intégré dans une école inclusive. Alors, évidemment, là aussi, hein, le spectre est large entre le pourcentage de perte d'audition par l'enfant. Mais voilà, il ne suffit pas de dire on inclut, on inclut, on inclut. Il faut à un moment, oui, il y a des enfants, c'est possible. Il y a des enfants, c'est quand même très difficile. Maintenant, quand c'est possible, il faut donner cette chance à l'enfant. Et même, je veux dire, quelquefois, on sait parce que c'est pas possible, mais les apprentissages de l'école ne peuvent pas permettre à l'enfant de grandir, mais il peut quand même avoir son temps d'inclusion dans l'école parce que voilà, être avec un milieu ordinaire, se faire des camarades, c'est aussi important pour l'enfant. Alors évidemment, là, il passera pas ses 24 heures dans l'école, mais ici, on a quelques enfants qui viennent 3 fois 1 heure et demie dans l'école et qui sont inclus uniquement, non pas pour faire avancer les apprentissages qu'ils ont ailleurs, mais pour leur permettre de rencontrer des enfants comme eux, qui aiment jouer, qui aiment rire, et en plus, on est souvent surpris de la bienveillance avec laquelle les enfants peuvent accueillir ces enfants-là, quoi. C'est d'ailleurs étonnant parce que les enfants ont tendance à très vite remarquer les différences, mais les différences, ils les voient d'abord chez tout le monde, et à l'inverse, ils sont prêts à accueillir n'importe qui sans faire de différence, justement. Donc voilà, c'est autant d'inclusion possible. D'accord. Mais voilà, il ne faut pas non plus être dans cette utopie où, ah bah oui, allez, hop, tout le monde dans l'école ordinaire, parce qu'il y a des situations, c'est malheureusement absolument impossible. D'autant que voilà, l'école, ça doit permettre à chacun d'épanouir ses talents, que l'on soit porteur de handicap ou non, que l'on soit un enfant ordinaire ou extraordinaire. Et l'un ne doit pas gêner l'autre et vice-versa. Excuse-moi, je vais encore. Je vous en prie. Votre discours a éveillé d'autres questions, deux principalement étant, est-ce qu'il y a un nombre limite d'élèves en situation de handicap à avoir dans une salle de classe? Non. Enfin, je ne connais pas de texte qui D'accord. limite ce nombre. D'accord. Après, dans des écoles, il y a plus ou moins d'enfants en situation de handicap. Alors, dès qu'il y a évidemment une classe Ulysse dans une école, comme tous les enfants en général qui arrivent dans une classe Ulysse sont reconnus porteurs sont en situation de handicap, ça augmente tout de suite le nombre d'enfants dans l'école. Mais même dans une école, là, ici, dans l'école où je suis, il y a une quinzaine d'enfants porteurs de handicap pour un ensemble de 250 élèves, quoi. Mais bon, voilà, on peut en avoir plus. Puis après, voilà, tout dépend le handicap. Avoir un enfant, je sais pas, on a un enfant dans une classe avec qui répond au spectre autistique. Bon ben voilà, ça se passe très bien, il n'est pas du tout violent, il est relativement posé. Il faut adapter bien sûr les pédagogies pour le voir progresser. Il a appris à lire, il a appris à écrire, il a appris à compter. Enfin, les choses se mettent en place progressivement. On pourrait en avoir un deuxième dans la classe éventuellement. Après, il faut aussi voir que un enseignant qui accueille ce type d'élèves, c'est aussi une somme de travail supplémentaire qui est importante. Et à un moment, ces journées font 24 heures comme tout le monde, quoi. Et quand on voit le travail qui est fourni par certains enseignants qui justement accueillent ces enfants-là, mais des fois je me demande, mais comment font-ils, hein? Il y a une enseignante dans cette école qui a 2 enfants porteurs de handicap importants. Donc elle assure sa classe, plus vraiment un enseignement spécifique pour un enfant et un enseignement spécifique pour l'autre enfant, avec autant de préparation correspondante pour que chacun y trouve son compte et son travail dans la journée. Donc c'est des heures de travail supplémentaires qui sont données. Et il y a forcément une limite à un moment. Hein, ça, voilà. Et vous avez parlé de la sociabilisation de ces enfants.
qui pourrait être le gain cherché, pas forcément l'acquisition de compétences extraordinaires, mais juste de pouvoir être avec leur père. Oui. Est-ce que, en tant que directeur, il y a une méthodologie à employer? Est-ce qu'il faut sensibiliser dès le début de l'année? Bon, les enseignants, peut-être, ils savent déjà, mais les élèves, des fois, ils peuvent être un peu C'est- choqués par tel ou tel handicap. Est-ce que il y a une sensibilisation qui doit être faite en début d'année pour dire aux autres, oui, vous avez votre Alors, camarade ainsi, s'il se tout, comporte tout comme ça, élève qui arrive dans comment une ça se école, alors passe? il y a déjà des groupes d'enfants qui se connaissent dès la maternelle, mais tout nouvel élève qui arrive dans une classe, il faut en avoir parlé avant à la classe. Voilà, D'accord. on sait qu'il y a un nouveau qui va arriver, on connaît son prénom, on sait éventuellement d'où il vient, pourquoi il y a ce changement d'école à un moment. Voilà, ça, il faut en parler aux élèves. D'accord. Effectivement, l'élève qui est un peu différent, il faut en parler aux autres élèves pour qu'ils sachent qu'il y a cette différence. Je crois que, alors il y a des fois c'est évident, l'élève s'en rend bien compte, il y a des fois ça l'est moins, alors c'est vrai que c'est plus délicat. Mm, mm. Mais, mais, euh, mais Surtout dans le bon, cas des handicaps bien psychiques. sûr, dans le cas d'un handicap psychique, il y a Mm, des fois on en parle et des fois on en parle moins. Et mm, puis il y a des fois on n'en parle pas au début, puis c'est mm, vraiment quand il y a des choses très particulières qui se passent mm, qu'on va en discuter. Avec ou sans l'enfant d'ailleurs qui est reconnu, qui a cette difficulté-là. mm, Mais mm, vraiment, je pense qu'on ne peut pas avoir une idée toute faite. Il faut toute l'intelligence de la situation pour que l'enseignant décide de procéder de cette façon plutôt que de telle autre façon. Mais, euh, mais voilà, une inclusion, il faut que l'enseignant soit d'accord, il faut que les élèves le sachent qu'il va y avoir ce type d'inclusion, mm. et puis ensuite, faut La espérer que ça chose se se passe met en bien, route. quoi. Oui. Voilà. En tout cas, merci infiniment, Voilà, je Monsieur vous en Guermont-Pré. prie. L'association Info Maladies Rares espère que votre message sensibilisera le maximum d'enseignants, de directeurs et suscitera aussi un élan pour le recrutement et la formation d'accompagnants d'élèves en situation de handicap. Parce qu'il n'y en a pas forcément dans ce système. On se dit les enseignants ordinaires devraient du coup être dans un bain d'éducation spécialisée. Donc là, avoir déjà le distinguo d'enseignants spécialisés ordinaires et de savoir qu'on pourrait inclure une aide humaine aussi dans la salle de classe si jamais on n'a pas encore un système d'Ulysse qui est mis en place. Je crois que ce sont des clés qui pourront aider ces directeurs d'école, tant maternelle, primaire que secondaire, parce que l'aide humaine, il paraît que ça Tout peut à aller fait, jusqu'à l'université même, tout à hein. fait, tout à fait, Donc, tout à fait. franchement, merci infiniment pour le temps que vous nous avez Ben, accordé. je vous en Et prie. on vous souhaite tout le bonheur aussi pour tout ce que vous entreprenez. Et merci pour tout, Monsieur Garmont. Merci bien.